Salut! Aujourd'hui, je veux aborder le fameux sujet des chaleurs pendant la ménopause. Évidemment, il y a une panoplie de nos clientes qui vivent ce problème-là et il y a une solution, il y a une façon d'améliorer la situation. Même, c'est plutôt simple, c'est assez facile de le comprendre puis de faire les changements. Une fois que vous aurez compris tout le concept, vous allez avoir des outils en main pour réussir à remédier à la situation. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Alex Boily, je suis kinésiologue de formation. En 2022 environ, il y a un employé qui travaille sur le plancher avec les clients qui a dit « Alex, toutes les clientes, ils ont tendance à être pendant la ménopause, ils comprennent pas ce qui se passe, on pourrait-tu créer un atelier là-dessus? » J'ai donc décidé d'étudier un peu ça, aller en profondeur, aller voir, surtout en médecine fonctionnelle. J'aime beaucoup étudier ce que les médecins en médecine fonctionnelle, principalement aux États-Unis, vont utiliser. Parce que les médecins en médecine fonctionnelle, ils n'utilisent pas juste de la médication pour remédier à la solution, ils essaient de trouver la cause du problème puis de le régler. Donc si tu vas là, ils sont capables de t'aider avec de la médication, ils vont le faire, mais ils vont aussi te donner des astuces concrètes dans tes habitudes de vie quotidienne pour essayer de reprendre le contrôle sans nécessairement avoir besoin de médication de façon à ce que tu fonctionnes le mieux possible. Fait que j'ai étudié une couple d'auteurs, j'ai créé un protocole, un atelier pour réussir à faire ça, puis je vais vous découler aujourd'hui certaines explications rapides en lien avec ça. D'abord et avant tout, comprendre les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, comme à peu près n'importe quel symptôme de la ménopause, sont associées principalement aux changements hormonaux, surtout les estrogènes. On le sait, il y a une variation d'estrogènes pendant la ménopause. Après ça, indirectement, il va avoir un rôle aussi à jouer avec l'insuline, qui est l'hormone qui contrôle la quantité de sucre qu'on a dans le sang, et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ces deux hormones-là jouent un rôle secondaire par rapport aux estrogènes. Il y a deux axes hormonaux super importants dans notre corps, qu'il y a l'axe du stress et il y a l'axe sexuel, parce que la testostérone, les estrogènes, la progestérone, ce sont des hormones sexuelles. C'est pour ça qu'on les appelle de cette façon-là. Et ces axes-là sont supposés jouer certaines fonctions dans notre corps. Quand on arrive à la ménopause, il y a un changement de shift qui se fait là-dedans. Ça veut dire que l'axe sexuel diminue puis l'axe du stress devrait augmenter en termes de sollicitation. Le fait qu'on a des chaleurs ou autres symptômes sont associés effectivement à des variations d'estrogènes. Mais le problème, c'est que l'axe du stress n'est pas capable de compenser puis de venir prendre le relais parce que souvent cet axe-là est surchargé. Et c'est pour ça que je dis que le cortisol et l'insuline jouent un rôle important là-dedans. Alors c'est important de comprendre que les variations d'estrogènes font en sorte que les bouffées de chaleur peuvent apparaître subitement. Par contre, notre corps devrait avoir la capacité de gérer ces variations d'estrogènes-là s'ils fonctionnent à sa pleine capacité. Si vous vivez ces symptômes-là en ce moment, c'est possiblement parce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer dans votre mode de vie qui va faire en sorte après que votre corps va mieux s'adapter puis mieux réagir face à ces situations-là. Et c'est ça qu'on veut réussir à approcher aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, approche holistique pour réussir à améliorer la situation. Donc, quand on parle d'approche holistique, c'est par rapport à nos habitudes de vie, toutes les petites actions qu'on peut entreprendre. On le sait que l'insuline qui travaille sur l'axe du stress et le cortisol qui travaille sur l'axe du stress sont deux choses qu'on veut essayer d'améliorer. Et là, je fais un petit détour juste avant pour vous donner la responsabilité du changement. Très souvent, les femmes que je vois cherchent des solutions pendant la ménopause pour remédier à leur situation. En réalité, ce qu'ils cherchent, c'est plus une pilule magique, un miracle ou qu'une force externe permet de remédier à la situation. Et on a cette perception-là parce que quand on vit une situation sans problème, puis on a l'impression de rien changer et un problème survient, ben on a tendance à faire avant j'avais pas ce problème-là, fait que j'aimerais ça garder mes habitudes et ne pas avoir les problèmes qui viennent avec. La réalité, c'est que quand on a des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, devrais-je dire, à court terme, il n'y a presque pas d'effet négatif. Donc ça nous donne la perception qu'on n'a pas de problème à ce moment-là. Notre alimentation peut être un peu moins équilibrée, peut-être qu'on mange un petit peu trop de sucre, peut-être qu'on mange plus d'aliments transformés, peut-être qu'on mange des sources nutritives qui viennent un peu débalancer notre microbiote. Donc peut-être qu'on a ces petites habitudes-là qui ne créent pas de conséquences, mais là, ça diminue graduellement. Et un changement, comme par exemple l'arrivée de la ménopause, fait en sorte que tout à coup, tous les symptômes apparaissent. Mais en réalité, on était souvent déjà dans une forme de déclin en amont. Et là, les gens font, ben c'est la ménopause le problème, fait que trouve-moi une solution pour la ménopause. Ils pensent qu'on va leur donner juste un petit supplément ou un truc pour remédier à la situation. En réalité, ce qu'on veut faire, c'est remettre le plus possible cette stabilité-là. Le meilleur exemple que je pourrais donner pour illustrer mon point, c'est imaginer quelqu'un, par exemple, qui est sédentaire, qui fait aucune activité physique, aucun entraînement, toute sa santé musculo-squelettique lentement se fragilise sans que ça paraisse. Parce que dans son quotidien, tout ce qui sollicite, c'est marcher pour faire des activités de la vie quotidienne. Et là arrive, par exemple, le 1er juillet, j'ai un déménagement ou j'aide quelqu'un à déménager, je lève une boîte ou un électroménager, et là, je me fais mal dans le dos et je fais, hey, la cause de ma blessure, c'est le déménagement. Oui, le déclencheur de la blessure, c'est le déménagement, mais dans le fond, la cause profonde, c'est le fait qu'en ce moment, ta santé musculo-squelettique est fragile. Fait que c'est la même chose avec l'espèce d'équilibre hormonal. On devrait avoir une forme de flexibilité et une capacité d'adaptation hormonale qui se fait de façon endogène. Ça veut dire que c'est notre corps qui gère par lui-même ça. La raison qu'on n'est pas capable, c'est qu'il est surchargé. Bon, on revient aux solutions maintenant. J'ai parlé d'insuline. Fait que tous les aliments qui sécrètent énormément d'insuline, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à contrôler davantage. Ça veut dire consommer principalement viande, fruits de mer, protéines, œufs, légumes, fruits des champs idéalement, surtout si tu es en symptômes aigus. Ça veut pas dire que les autres fruits sont négatifs, mais là, on va essayer de prendre le contrôle un peu sur l'insuline. Donc, pour une certaine
période, de concentrer ces fruits des champs qui ont moins de sucre va peut-être te permettre de stabiliser ça. Et peut-être des noix et des graines, ça devrait être tes groupes alimentaires que tu consommes le plus. On pourrait tolérer en petite quantité des céréales entières, par exemple. On veut manger la céréale entière, on veut pas ajouter du sucre. Fait que par exemple, l'avoine entière peut être tolérable. On peut avoir les légumineuses, évidemment, qui peuvent être tolérables. On va y aller plus, par exemple, en petite quantité parce que ça contient quand même des glucides. Puis plus vous allez réussir à diminuer votre consommation, mieux ça va. Les seules céréales, en fait, qui est bénéfique de consommer d'une quantité raisonnable, bien évidemment, mais ça va être le soya, dans le fond, parce que le soya va te permettre d'apporter des phytoestrogènes, qui est un facilitateur pour produire de l'estrogène dans ton corps. C'est une forme de dérivé d'estrogène. Ça va faciliter l'équilibre hormonal. Il y a moyen aussi de synchroniser des fois les variations hormonales qu'on a entre l'estrogène et la progestérone selon notre cycle menstruel. Si vous êtes au début de votre ménopause, bien souvent, il y a des segments qui sont encore là. On a moyen de réussir à jumeler ça en sachant c'est quel aliment qu'on veut consommer au moment où on a besoin de plus d'estrogène puis plus de progestérone, par exemple, pour réussir à équilibrer un peu la patente. Mais la règle du pouce, c'est de consommer principalement viande, protéines, légumes, fruits, noix et graines. Ça va être probablement les meilleures sources qui vont te permettre d'avoir une glycémie qui est très stable. Ça va te permettre d'éliminer aussi tous les aliments transformés qui vont déstabiliser ton microbiote. Le microbiote, quel rôle il a à jouer là-dedans? Entre autres, qui joue un rôle sur la sécrétion des estrogènes. Et il peut y avoir des bons et des mauvais estrogènes qui sont sécrétés. Et une mauvaise santé intestinale va faire en sorte que tu vas avoir tendance à avoir des mauvais estrogènes qui peut déclencher ces problèmes-là. Maintenant, ça, c'est l'affaire la plus concrète qu'on a. Ah, j'ai oublié de vous parler, bien évidemment, mais l'activité physique va en faire partie. Sur la sensibilité à l'insuline et sur le volet cortisol également. On embarque sur le volet cortisol, justement. Donc là, juste en réglant l'alimentation et l'activité physique, tout ça va permettre d'avoir des bienfaits sur la stabilité au niveau de l'insuline, diminuer la sécrétion d'insuline, entre autres, ou du moins la stabiliser. Et de l'autre côté, au niveau du cortisol, l'activité physique va jouer un rôle encore important parce qu'on le sait que ça joue un rôle sur la gestion du stress. Si vous faites pas 30 minutes d'activité par jour, c'est inacceptable. Littéralement, 30 minutes par jour, c'est à peine 2% de votre journée. Vous êtes capable de prendre ce temps-là puis ça va avoir des effets significatifs. Je le répète, la plupart du temps, c'est juste qu'on est comme ça me tente pas, Alex, je comprends que ça te tente pas parce qu'il y a 2 mois, t'avais pas ces symptômes-là puis t'avais pas besoin de marcher, mais tu vivais juste d'une illusion temporaire, t'es en train de cultiver certains petits problèmes qui étaient pas apparus encore, comme la personne qui te déménage puis qui se fait mal au dos, et là, tu viens d'arriver dans un incident, tôt ou tard, ça leur arrive. Et si tu prends le temps d'y penser, je suis convaincu que t'es capable de t'imaginer qu'il y a des gens qui font « Hey, c'est dur la trentaine, hein? » C'est pas comme quand j'étais plus jeune, il y en a qui disent ça à 40 ans, il y en a qui disent ça à 50 ans, il y en a qui disent ça à 60 ans. C'est juste, ils associent leur problème de santé à l'année à laquelle il est apparu, mais en réalité, c'est parce qu'ils le cultivent depuis plusieurs années, donc il faut faire ces petits changements-là. Au niveau cortisol, c'est un des aspects qui est le plus difficile de convaincre les gens de prendre action, parce qu'on tend à être continuellement dans l'espèce de plaisir éphémère. On a de la misère à prendre du temps relax pour soi, prendre des marches qui est de l'activité physique, mais qui nous permet de relaxer, faire des exercices de méditation, de pleine conscience pour relaxer, faire plus de massage, se décharger un peu, s'assurer de bien dormir. Donc,